Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'antiquité. Donc, il y a un truc très important déjà pour parler d'antiquité, ça va déjà être de remettre un peu sur les localisations et un peu sur les durées. Là, je vais plutôt m'intéresser sur le début de l'antiquité, c'est-à-dire l'antiquité commence allez, milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a à peu près moins 2500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un peu moins de 4000 ans avant notre ère, avant la date d'aujourd'hui. Moins 2500 avant Jésus. Bon, voilà. Et donc là, déjà, rien que si vous avez cette information, vous avez une période historique qui fait à peu près 3000 ans. Et donc c'est là où vous voyez un peu le piège d'une histoire qui serait trop eurocentrée. Parce que sur ces 3000 ans d'histoire, la Grèce c'est combien? La Grèce, les cités-états grecs, je parle, il n'y a pas de Grèce à proprement dit durant l'Antiquité. Il y a une chier de cités-états avec des particularités qui après vont être défaites militairement et rassemblées sous l'empire d'Alexandre le Grand, qui à son tour va lui-même être dissipé, et avec des royaumes macédoniens qui vont être après colonisés par nos chers Romains. La Grèce, sur ces 3000 ans d'histoire, vraiment les cités-états grecs, c'est que 400 ans. On en parle beaucoup parce qu'ils nous ont laissé beaucoup de traces, ça c'est indéniable, mais voilà, ce n'est rien. Tu prends Rome en tant qu'empire, c'est 500 ans. C'est rien sur les 3000 ans, c'est un 6e de la période. Bon, après, c'est vrai que si tu prends là avec la République, tu montes à 1000 ans, ça vient, ça fait un tiers. Ouais, c'est bien. Ouais, ça fait un tiers. Il est plus intéressant de se voir, par exemple, sur le prisme de l'Égypte, où là, vraiment, tu as un truc qui couvre quasiment toute la période. À part les 500 dernières années où elle fait partie de l'Empire romain, mais la province d'Égypte a une importance cruciale dans l'organisation romaine. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu cette mise en abîme, c'est très intéressant de faire une mise en abîme temporelle. D'expliquer que vous n'êtes qu'un poil de cul sur la ligne du temps. Voilà. C'est le côté un petit peu vertige du boulot. Donc, il ne faut pas oublier que le début, je dis bien le tout début de l'Antiquité, est marqué par des civilisations qui vont déjà se structurer dans des organisations de plus en plus compliquées. La ville, la cité-État, puis l'État. Et que tous ces États, au vu de leurs besoins administratifs et économiques, vont devoir trouver un moyen de laisser des traces, ce qui va amener à l'écriture. Voilà. Encore quand tu es avec ta famille, c'est pas très compliqué, tu peux la jouer à l'oral. Bon, après quand tu commences à avoir des trucs avec plusieurs milliers de personnes, tu montes en grade. Bref. Et l'autre aspect très important sur ce début de l'Antiquité, c'est que toutes les civilisations antiques de cette époque-là naissent au bord d'un fleuve. Les Égyptiens au bord du Nil, la Mésopotamie, avec l'Euphrate et le Tigre, choisissez ce que vous voulez. L'Indus en Inde, les fleuves que je n'ai plus le nom parce que comme vous savez je suis de tête et sans note quand je fais ça, en Chine. Voilà, toutes ces civilisations sont nées au bord d'un fleuve, le fleuve ayant plusieurs utilités, offrant des ressources, que ce soit en poisson, que ce soit avec ses terres fertiles en cas de crue pour fertiliser les champs, fournit un axe de commerce sympa. Et ces hommes-là, dès cette époque-là, comprennent l'importance de l'irrigation et de l'exploitation de ce fleuve. Et ce, dès il y a, comme je vous ai dit, 4000 ans. Donc voilà. La Mésopotamie antique. Alors, la Mésopotamie est une zone du Proche-Orient, située, pour vous donner un ordre d'idée, dans l'Irak actuel, est une région très importante dans notre histoire. L'histoire de l'humanité, je parle. En effet, c'est là-bas qu'on a commencé à avoir des brides d'agriculture, mais c'est surtout là-bas qu'on a eu pour la première fois l'écriture parmi les premiers. Bon, c'est une région très agréable avec un climat
somme toute idéal pour vivre. L'Euphrate, le Tigre, qui sont deux fleuves, assurant les échanges et les ressources. Et donc c'est là où le système étatique va commencer à se mettre en place avec, au départ, des clans qui vont vivre dans des villages, puis des villes, puis des cités-états, c'est-à-dire la ville plus un peu de terrain autour avec une domination politique. Puis après, bon, il y a la naissance de la royauté. Là aussi, procédure complexe avec la création, ça va aller de pair d'une mythologie. Bah, faut justifier le gars qui est au pouvoir, quoi. Le mec, moi, je suis roi parce que mon oncle, mon grand-père, il a battu le dragon qui crache du feu avec son cul. Ouais, j'ai des pouvoirs, ouais, nanana, voilà. Après, ça va progressivement évoluer, hein. La royauté va évoluer. Le roi va devenir le représentant de Dieu sur terre. Conception de la monarchie qui va durer très très longtemps, hein. Par exemple, Louis XIV au XVIIe siècle prenait encore cette rhétorique, hein. Une rhétorique inventée il y a 4000 ans. Pas mal, hein. J'ai envie de dire que c'est pas mal, hein. Ça permet d'avoir des idées quand même qui tiennent sur le long terme. Donc, après la naissance de la royauté, il y a aussi la naissance de l'écriture. On n'a pas grand chose à dire. On a des échanges, il faut garder des traces. Là, l'État produit des actes, pose des actes et doit en garder une transcription pour garder la continuité. Donc à l'époque, ça se fait sur des plaquettes en argile, enfin des plaques en argile. On en a retrouvé beaucoup. Des écritures qui se perfectionnent dans le sens de la compréhension et dans le sens de l'efficacité, quoi. C'est bon, on va pas s'emmerder à faire un truc qui prend 10 ans, non, pour que ce soit efficace. Et on commence même à avoir du personnel, des scribes qui vont être travailler rien que là-dessus. Bon, alors, pour ce qui est de la Mésopotamie, il y a plusieurs royaumes. À un moment, ces royaumes-là vont acquérir une certaine puissance, et quand il y en a un qui est plus puissant que les autres, bah, il fait la guerre aux autres, il les colonise, et pouf, ça fait un empire. À ce jeu-là, les Sumériens sont ceux qui ont gagné le plus souvent. Mais après, voilà, l'histoire de la Mésopotamie à cette époque-là, c'est des royaumes. De temps en temps, il y en a un qui se laisse pousser des couilles, qui attaque les autres parce qu'il est trop balèze. Pouf! Et il conquiert les autres, il transforme son royaume en empire. Comme j'ai dit, les Sumériens l'ont fait plusieurs fois, ce sont eux qui l'ont fait le plus dans la région. Bon, après, souvent, ça se finit mal. Souvent, le fils ou le petit-fils n'arrive pas à gérer. Donc, bah, ça devient une super structure un peu vide de sens. Et puis bon, voilà. On a aussi déjà à l'époque des épopées de mecs qui n'auraient pas dû être rois ou avoir accès au pouvoir. Qui, parce que putain, ils ont quand même du talent, bah, ils y arrivent. Tu vois. Donc voilà. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la Mésopotamie à cette époque-là. C'est un espace très intéressant à étudier. Et puis pour l'étude de l'Antiquité, ça nous sort du fameux triptyque égyptien, grec, romain, qui peut être un peu chiant. Et puis quand même avec les sources écrites, on a des choses à dire. On a compris les choses. Même au niveau de leur divinité, on a quand même un système religieux qui est plutôt bien établi, avec des temples. On a vu leur reste, on a trouvé leur reste. Et puis comme j'ai dit, avec les tablettes, bon bah ce qu'on a pu traduire nous informe énormément. Alors, les invasions barbares. À l'école, on te fait étudier que l'Empire romain a achevé en 1473 du fait de la pression des royaumes barbares, civilisations barbares qui n'étaient pas des royaumes, qui deviendront des royaumes à la chute de l'Empire romain, parce qu'ils vont reprendre la continuité politique. Bon, maintenant, on va remettre le focal. La question des civilisations barbares se pose de manière aiguë tout le long de l'Empire romain. En fait, ces populations ont un phénomène d'attraction envers les richesses, le prestige de la civilisation romaine, et vont progressivement s'intégrer dans des vagues de migration, d'intégration dans les fonctions militaires et économiques, par exemple. Voilà. Après, il faut remettre le focal encore un peu plus haut. On va remonter un peu plus dans le temps.
avant même la pacification de l'Europe occidentale sous l'égide romaine, la Pax Romana, hein, c'est-à-dire la paix romaine, hein, c'est-à-dire on est intégré dans l'Empire romain avec les lois romaines, avec les installations, avec une romanisation des lieux. Il ne faut pas oublier que ces pressions de ces peuples venus de l'Est, ben, elles ont existé tout le temps. Je m'explique. Que ce soit, allez, de la Mongolie jusqu'au Danube, ce sont des zones de steppe, avec une végétation, tout ça, et des peuples nomades, pas sédentaires, qui pratiquent la chasse, qui peuvent pratiquer la cueillette, qui peuvent pratiquer une certaine forme d'agriculture via le fait de se poser à certains endroits, à certaines saisons, et se barrer à d'autres. Bon voilà. Et que ces populations, ces mosaïques de populations ont toujours existé, que quand il y en a une qui pousse un petit peu démographiquement, bah, elle pousse les autres un peu plus à l'ouest. Et ces mouvements, ces tectoniques et ces mouvements de population ont tous existé tout le long de l'Antiquité. Même les Gaulois, même les tribus celtes, hein, qui ont connu diverses identités, divers mouvements durant toute l'Antiquité. Il ne faut pas oublier que quand César vient pour conquérir la Gaule, ben déjà la Gaule n'existe pas, c'est une invention de sa part, mais voilà, les peuples gaulois sont une mosaïque, telle quelle, une mosaïque pas unifiée politiquement, qui bouge beaucoup et que dans ces mouvements entraînent des conflits. Bah, qu'est-ce que certains, par rapport à ces conflits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont appelé à l'aide des armées romaines qui progressivement sont rentrées dans les affaires internes de ces pays-là, et tout ça a mené à la colonisation de la Gaule. Voilà. Mais il y a certains peuples qui n'ont pas été colonisés par les Romains, qui se sont retrouvés derrière le limes, c'est-à-dire la frontière, la muraille de l'Empire, que ce soit en Irlande, que ce soit dans l'actuelle Allemagne. Et ces peuples, à un moment, pression démographique, ils ont demandé à rentrer dans l'Empire, soit en intégrant l'armée, soit en occupant des fonctions économiques, par des jeux de balance et d'immigration. Que ces jeux de balance et d'immigration ont été une des causes, mais pas la cause totale de la chute de l'Empire romain, parce qu'il y avait des soucis structurels à même l'Empire, mais que ces volontés de rentrer dans l'Empire romain ont été accentuées par des jeux démographiques, hein, de pression de peuples de l'Est qui pressent à l'Ouest. Le problème, c'est qu'à un moment, tu peux pousser à l'Ouest. Hein. Tu es en Asie, tu pousses à l'Ouest, ça va. Tu te retrouves en Asie mineure, Kazakhstan et toutes ces conneries-là. Tu pousses encore un peu, tu te retrouves dans le Danube. Mais après, une fois arrivé à Strasbourg, tu presses, tu pousses, tu peux aller jusqu'en Bretagne. Mais à un moment, tu as la mer, donc tu ne peux pas pousser. Hein. Donc, tu es obligé d'avoir des jeux d'intégration. Bon, après, ces flambées démographiques sont aussi jugulées par les difficultés du temps. Hein. Il ne faut pas oublier cela. Mais voilà. Les mouvements des peuples de l'Est de l'Empire romain existent. Et avant l'Empire romain, l'ont participé à sa mort, mais ont toujours existé et font partie d'une tectonique des populations.